8h47 sur Europe 1, le club de la presse, Dimitri Pavlenko. Et oui, pour commenter, décrypter l'actu politique, avec nous ce matin, Eugénie Bastier, journaliste au Figaro Vox. Bonjour Eugénie. Bonjour, cher Dimitri. Olivier d'Artigol est avec nous également. Bonjour Olivier. Bonjour. Nous recevions Jordan Bardella il y a quelques minutes, mais qu'est-ce qui fait le succès du Rassemblement National? Je fais référence à ce sondage IFOP fiducial pour le journal du dimanche en juin 2023. 42% des Français déclarent avoir déjà voté pour une liste ou un candidat du RN. C'était 30% seulement en 2017. C'est-à-dire, Olivier d'Artigol, que l'assiette électorale du Rassemblement National s'est élargie de près de 50% en l'espace de 6 ans. Comment vous l'expliquez ? Et avec une autre indication, une personne qui a voté pour la première fois pour le RN maintient son vote sur les scrutins qui suivent, donc un électorat installé. L'essayer, c'est l'adopter, d'une certaine manière. D'abord, il faut dire les choses telles qu'elles sont, par le succès d'une ligne de normalisation portée par Marine Le Pen depuis qu'elle est à la tête du RN. Et puis, j'ai envie de dire, la tectonique des plaques sur la droite et l'extrême droite ou l'ultra-droite, quel que soit le vocable qu'on prend, qui fait que aujourd'hui, le fait que LR n'ait plus de boussole idéologique, et c'est pas le week-end dernier que la boussole a été retrouvée, plus la manière dont le macronisme a essayé de dépolitiser dans une société qui veut quand même encore des repères politiques, ça a pu participer au succès du RN, même si j'aime bien Frédéric Dabi quand il dit que nous sommes dans une phase de normalisation, mais sans banalisation. Une majorité d'électeurs continue à repousser le RN. C'est quoi la nuance normalisation et non banalisation? Eugénie Bastier, peut-être vous avez une idée ou pas? C'est le paradoxe de ce parti qui séduit de plus en plus, mais qui inquiète encore. Ce qui m'a frappé dans cette étude qui est parue dans le JDD, c'est que pour moi la grande nouveauté, c'est que désormais l'extrême gauche fait plus peur aux Français que l'extrême droite. Fait plus peur, Plus c'est peur, ça, oui, ouais. plus peur que l'extrême droite. Et donc vous avez un sondage où les gens disent qu'ils ont plus peur d'une arrivée au pouvoir de la France insoumise qu'une arrivée au pouvoir du Rassemblement National. Et pour moi, c'est ça aussi la nouveauté, c'est-à-dire que la stratégie de la cravate à l'Assemblée du Rassemblement National a fonctionné. Bien habillé, bien poli, etc. Une sorte de respectabilisation. Et c'est l'échec, à mon avis, de la stratégie de la rupture de Jean-Luc Mélenchon qui, sans cesse, joue la conflictualisation permanente de tous les sujets, le débraillement à l'Assemblée, la politique carnavalesque. Et je crois que c'est un succès pour Marine Le Pen et c'est surtout un échec énorme pour Jean-Luc Mélenchon, qui, il faut le rappeler, sous le précédent quinquennat, lorsqu'on était à peu près à un an de l'élection présidentielle de 2017, la France insoumise était considérée comme la première opposition à Emmanuel Macron. Aujourd'hui, c'est Marine Le Pen qui incarne cette première opposition. Alors peut-être un peu plus troublant, Olivier d'Artigol, Raphaël Liorca, donc, qui est politologue, qui s'intéresse beaucoup aux marques, etc., est allé creuser un peu la question auprès de ces nouveaux électeurs du RN et qui sont dit des retraités, des cadres sup, des catégories aisées, donc plutôt la clientèle habituelle de LR, d'Emmanuel Macron ou de la gauche modérée. Et alors il leur a demandé si Marine Le Pen était une marque. Et en fait, il en ressort que si on considère que Marine Le Pen est une marque, ces gens vous disent « Oh, elle était ringarde, mais ça devient un peu à la mode ». Et finalement, certains évoquent des marques assez étonnantes. Le desktop, le Roundup. Et ils vous disent, ces gens-là, « Ah oui, c'est toxique, hein, oui, c'est des produits, il ne faut pas les utiliser tous les jours, mais c'est parfois salutaire ». Il y a cette idée derrière un vote Marine Le Pen, la nécessité d'un choc pour remettre la France d'aplomb. C'est quand même assez surprenant. Cette idée n'est pas totalement neuve, elle ne fait pas irruption dans le paysage politique et j'ai envie de dire de l'état de la société française, mais pour le coup elle s'installe et elle est incarnée par la figure de Marine Le Pen qui a été qualifiée 2 fois au second tour de l'élection présidentielle. Sur l'idée, nous avons eu des alternances, des équipes de droite, de gauche, puis et de droite et de gauche, ou ni droite ni gauche avec le macronisme, mais nous ne voyons pas d'amélioration de nos conditions de vie. Et c'est surtout la perte de l'idée de l'avenir, d'une vision. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se présente pour l'avenir de mon avenir, celui de mes enfants, un imaginaire à l'arrêt. Et là-dessus, ça peut bien évidemment nourrir. Moi, il y a des gens qui me disent aujourd'hui, vous savez, monsieur d'Artigol, je n'ai pas vos idées, et il faut que je vous dise, je vais voter Marine Le Pen. C'est aussi quelque chose qui se déclare, qui s'énonce, qui s'assume. Alors qu'avant, il y avait aussi du vote caché là-dessus. On a tout essayé, mais il nous reste ça. C'est aussi ce ressort qui fonctionne aujourd'hui. Eugénie Bastier. Oui, moi je trouve que cette méthode de comparer une marque est un peu un gadget de politologue. Oui. Ça ne veut pas dire grand-chose. Mais ce qui est intéressant, c'est
c'est que le succès de Marine Le Pen repose sur un savant dosage entre la normalisation et la rupture. C'est-à-dire qu'elle incarne, il faut qu'elle se normalise suffisamment pour ne plus faire peur, notamment aux retraités, 17 millions de retraités qui font l'élection française. Et aujourd'hui, c'est ça son mur de verre, mur de béton armé même. C'est qu'elle a les retraités ne votent pas pour elle et ne votent toujours pas pour elle. Et c'est ça qui l'empêche d'accéder au pouvoir. C'est ce que dit Patrick Buisson. Voilà, il dit elle ne et gagnera jamais parce elle ne gagnera que, jamais parce que les retraités ne voteront pas pour elle, parce qu'ils ont peur justement du chamboule-tout, de la rupture. Et en même temps, les classes populaires et une partie des Français votent pour elle parce que justement, elle a on pense qu'elle va renverser la table et qu'elle va finalement constituer une alternative à la fausse alternance qui existe depuis des années. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que effectivement, ce qui s'est passé avec Meloni en Italie est un exemple qui peut à la fois être, on peut dire que c'est un chemin que pourrait prendre Marine Le Pen, et en même temps, on se rend compte que Meloni est confrontée à un certain nombre de difficultés. Elle n'arrive pas, par exemple, à arrêter l'immigration, qui est un des principaux objectifs de Marine Le Pen. Oui. Donc, si Meloni n'y arrive pas, pourquoi Marine Le Pen y arriverait? Oui. Et donc, elle bénéficie aussi, Giorgia Meloni, si je peux me permettre, elle fait de 25 ans de travail d'antifascisme porté par un homme comme Silvio Berlusconi. Il n'y a pas eu ce travail. Il n'y a pas eu l'union des droites, évidemment. Mais c'est toujours cette alchimie à trouver entre normalité et rupture qui fait que pour le moment, le RN progresse. Mais jusqu'où? Parce que s'il devient trop normal, eh bien, il perdra le côté populiste. Et il n'est pas assez... et s'il y a trop de rupture, il fera peur aux retraités. Donc. Mais le passage, la comparaison par l'Italie et l'Espagne est intéressant et permet de voir la spécificité de Marine Le Pen. Meloni vient du berlusconisme dernière phase. Elle était sur un ministère. Et elle arrive à émerger sur une critique de Berlusconi, notamment sur le dossier russe. Pas uniquement, mais notamment. Vox, en Espagne, est une scission du Parti populaire. Et donc, ils ont aussi des alliances des droites se nouent à l'échelle locale et régionale. Et c'est ce qui se prépare peut-être pour les prochaines élections législatives qui arrivent fin juillet en Espagne. J'ai envie de dire donc que ce sont le même espace politique avec différentes couleurs. Tandis que Marine Le Pen est en extériorité de ces espaces-là. La grande différence avec l'Italie, avec l'Espagne, avec les pays du Nord, c'est qu'il n'y a pas en France d'union des droites. Et pour l'instant, en tout cas, ce tabou n'a pas été franchi et reste Et celui qui a voulu porter ce dessin, ce projet, Éric Zemmour en l'occurrence, n'a pas réussi à challenger Marine Le Pen. Alors, il nous reste 2 minutes, très courtes, très bref, mais malgré tout, on va quand même se poser la question, où est-ce qu'on va couper dans le budget, Olivier d'Artigol? Oui, c'est parti, la petite musique des économies, 10 milliards identifiés d'ores et déjà par Bruno Le Maire, qui dit peut-être aux alentours de 15 milliards. Oui. Est-ce qu'on va arriver à faire des économies? Oui, mais enfin, je trouve étonnant cet exercice de communication sur les assises des finances publiques. En fait, les prochains arbitrages seront rendus au budget 2024, budget très intéressant politiquement à suivre dans les prochaines semaines et le budget de la sécurité sociale. Mais c'est 10 à 15 milliards hors charge de la dette d'ici 2027, mais qu'on nous dise très précisément maintenant quels sont les secteurs de l'activité, de l'État, de la dépense sociale, des collectivités territoriales, où il faut tailler, parce que c'est bien ce dont il s'agit. Moi, j'ai une idée. Les budgets de la sécurité, de l'hôpital, de l'éducation. Moi, j'ai une idée pour le gouvernement. Parce que le fonds Marianne nous a montré qu'il y avait des subventions qui étaient parfois mal distribuées à des associations. Donc, je propose au gouvernement de faire un grand audit sur les 8 milliards, 8 à 10 milliards, ça dépend des années, qui sont distribués aux associations par le budget de l'État, de faire un grand audit et de regarder exactement à quoi sert cet argent, quelles associations, est-ce que ça vaut vraiment le coup de donner autant d'argent à des associations qui parfois le dépensent contre l'État. Je pense qu'il y aurait des économies à faire de ce côté-là, et ça n'a pas été annoncé par le Je suis d'accord, je prends. Est-ce que tu acceptes, Eugénie, qu'un audit soit fait sur les 200 milliards d'aide publique aux entreprises? C'est pas. Alors, vous savez, non, mais alors, les entreprises, il n'y a pas d'aide publique aux entreprises, c'est de l'argent qu'on ne leur prend pas. C'est différent. Si, sur les exonérations, c'est de l'argent qu'on ne leur prend pas, c'est pas de l'argent. L'exonération de charges sociales. On arrête de leur donner. L'exonération de charges sociales, de cotisations sociales qui va jusqu'à 3,5 SMIC. Les entreprises françaises dépensent 148 millions d'euros de plus en impôts et en charges sociales que la moyenne des pays de l'Union européenne. Le crédit impôt recherche. Le crédit impôt recherche. Il n'y a pas de cadeaux aux entreprises. Le crédit impôt recherche, on peut les gratter un peu. Il y a un détournement sur certains projets. Il ne faut pas faire de recherche. Oh, vous savez quoi? J'ai trouvé notre prochain débat. Nous débattrons de la chose suivante. Les économies, ira-t-on les faire dans la sphère sociale ou auprès des entreprises? Je sens que ça va être musclé et toujours courtois entre vous. C'est un plaisir. Eugénie Bastier du Figaro, Olivier d'Artigol, merci beaucoup à tous les deux.